Pardon. Jeannick Laudoir, Madame, à Artanque. Oui. Vous avez très justement remarqué lors de la séance plénière qui vient de se dérouler, le citoyen évolué, informé, parfois expert, est-il vraiment présent dans toutes ces remarquables contributions, ou avez-vous le projet de l'intégrer davantage avant la conclusion des réformes ? Le citoyen est présent dans la mesure où il est l'objet même de notre préoccupation et qu'il est la raison d'être de l'action de justice. Et que tous les personnels de justice, les magistrats du greffe, les magistrats du siège, les magistrats du parquet, les greffiers, les fonctionnaires, tous œuvrent pour le citoyen. Et bien entendu, on a souvent en tête les procédures pénales. Je rappelle simplement que 70% des procédures sont des procédures civiles. C'est-à-dire que ce sont les contentieux du quotidien. Ce sont les sujets qui sont liés à l'endettement, au surendettement, aux problèmes d'expulsion de logement, au Conseil des prud'hommes aussi. Ce sont les sujets de contentieux de voisinage, etc. Donc la justice travaille massivement et principalement pour faciliter la vie quotidienne du citoyen. Donc le citoyen, il est présent en permanence parce qu'il est la raison d'être de la justice. Mais il est présent aussi parce que il est un partenaire, à travers les associations notamment, de l'institution judiciaire. Et puis il sera de plus en plus présent parce que nous travaillons depuis une année maintenant à réfléchir à la façon de le faire entrer dans la juridiction en tant, non pas strictement là que justiciable, mais en tant que sujet de droit. Parce que dans la juridiction, il y a des problématiques locales. Il est bon que le citoyen sache, comprenne de plus en plus qu'il soit associé, non pas à la gestion de la juridiction, non pas aux orientations que les chefs de cour et de juridiction définissent pour le ressort ou pour la juridiction, mais qui soient associés, qui comprennent, qui sachent quelle est un peu la typologie des actions, des affaires pénales ou civiles qui sont conduites dans le ressort dans lequel il vit. Oui, bonjour. Sonia Faure de Libération. Est-ce que vous pouvez préciser votre point de vue sur l'éventualité d'un futur tribunal de première instance, la départementalisation, le regroupement de certains contentieux et les expérimentations dont vous avez évoqué la possibilité? Alors, sur le tribunal de première instance, je rappelle qu'il s'agit d'un engagement du président de la République, que cet engagement est travaillé depuis un an. D'ailleurs, les groupes de travail s'en sont emparés avec une grande détermination, puisque le sujet a été fortement exploré. La départementalisation, comme je l'ai dit, est juste un indicateur, ça peut être la référence, mais la question centrale, c'est comment l'institution judiciaire s'organise par rapport au territoire et à l'organisation territoriale. Or, vous savez qu'en ce moment, justement, en tout cas depuis plusieurs mois, le gouvernement lui-même travaille à une réforme territoriale, et par conséquent, ce sont des réflexions convergentes. Et l'institution, la carte judiciaire d'une façon générale, ne peut pas se désintéresser de la carte territoriale parce que tout simplement l'institution judiciaire travaille avec les services de l'État, avec les services régionaux et départementaux. Donc l'institution judiciaire est en contact quotidien avec les correspondants des pouvoirs publics à quelque échelon que ce soit. Donc il est important, il faut savoir simplement que par exemple, dans certains ressorts, il arrive que le tribunal ait pour correspondant des partenaires publics qui appartiennent à des territoires administratifs différents. Voilà. Il y a des juridictions où il faut travailler avec 3 départements différents parce que la superposition des cartes n'est pas réalisée. Donc il nous faut travailler à cela. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre, je le répète, que la proximité n'est pas strictement géographique. Donc il faut mettre de la cohérence. Et puis, il faut en plus surtout assurer l'accessibilité, c'est-à-dire permettre aux justiciables, où qu'ils soient sur le territoire, d'avoir un accès facile à la justice. Et les expérimentations, ça pourrait être quoi? Les expérimentations Les expérimentations, elles peuvent porter sur la médiation dans certains contentieux. Ce sont des choses qui vont sortir des consultations qui ont lieu. Vous comprendrez que je sois prudente, quels que soient mes élans et mes convictions, compte tenu de, vraiment, j'allais dire, du sans faute qui a été effectué jusqu'à maintenant en termes d'activité collective, de réflexion. Voilà, je veux laisser toute sa chance
à cette intelligence collective que j'ai mise en branle. Donc l'expérimentation, évidemment, elle nécessite une loi. Donc les mesures qui auront fait l'objet d'un consensus suffisant pour qu'on les envisage en expérimentation, cela sera fait assez rapidement. Madame la ministre, bonjour. Pascal Mandac, Édition Lamy. Deux questions rapides. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les nouvelles technologies. Quel va être l'impact et que pensez-vous? Avez-vous déjà des pistes sur l'incidence des nouvelles technologies dans la réforme de la justice? Et deuxième point, puisqu'effectivement il est d'actualité, il est un peu à la marge, mais ça concerne aussi beaucoup la justice, projet de loi de modernisation et simplification du droit. Est-ce qu'effectivement on peut s'attendre réellement à ce que les ordonnances puissent paraître avant la fin du mois de juin ou enfin la fin du premier semestre tel qu'il était évoqué cette semaine? Merci. Alors il y a plusieurs textes de simplification. Si vous parlez du projet de loi de simplification concernant la justice, nous sommes dans des délais bien meilleurs que cela. Et ça me permet de joindre vos deux questions que vous avez jointes vous-même, à savoir que sur les nouvelles technologies, nous avons déjà pris des initiatives, puisque j'ai déjà présenté en Conseil des ministres donc ce projet de loi d'habilitation qui nous permettra de légiférer par ordonnance. Et parmi les dispositions, il y en a une qui permettra la communication électronique, c'est-à-dire qui permettra les convocations par voie électronique, l'information par voie électronique, la transmission de pièces de procédure et de diverses documentations par voie électronique. Donc ça, c'est déjà dans le texte. Et effectivement, les nouvelles technologies vont prendre une place de plus en plus importante. Mais comme je le disais tout à l'heure, le ministère de la Justice a un peu de retard. Depuis l'année dernière, j'ai obtenu une augmentation budgétaire conséquente pour équiper le ministère de la Justice de ce point de vue. Donc nous avons commencé à avancer. Nous avons d'ailleurs déjà procédé en 2013 et nous allons le faire encore en 2014 à des déploiements de personnel pour que nous allons dégager justement du fait de la numérisation. Donc les nouvelles technologies vont occuper leur place. Simplement, nous sommes le ministère de la Justice. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement vigilants sur les garanties que nous apportons. Les garanties de sécurité juridique, les garanties de protection des justiciables, quels qu'ils soient, donc que ce soit au pénal ou que ce soit au civil. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Cassiopée et de Portalis, notamment. Nous en avons aussi Genesis sur le casier judiciaire. Nous avons un certain nombre d'applicatifs qui sont déjà opérationnels. Portalis, c'est le grand chantier à venir et ça concerne la justice civile. Madame ? Peut-être, oui. Vous avez un micro tout de suite, madame. J'ai dû interrompre pour des raisons que vous connaissez. Et donc, j'ai créé, donc je reprends maintenant, avec beaucoup de courage. Et donc, ce sont des revues internationales qui, différentes langues, j'ajoute le russe, le chinois et l'arabe. J'ai un cahier qui est spécialisé pour la conscience professionnelle et est-elle une obligation ou une passion? Donc je commence par la justice. Les magistrats et les greffiers ont besoin d'être bien entourés et de prendre le temps pour chaque cas. Il est certain que souvent c'est bâclé et il y a comme ça des erreurs judiciaires. Donc les erreurs judiciaires sont aussi pour la justice. Et vous avez dit que vous mettrez en place toute la réforme en début d'année. Est-ce que vraiment vous allez le faire ? Alors d'abord, je ne partage pas votre appréciation sur les erreurs judiciaires. Il y en a, parce qu'il se trouve que la justice des hommes n'est pas une justice infaillible. Il y a des erreurs judiciaires, mais vous ne pouvez pas dire que le travail est bâclé et qu'il y a beaucoup d'erreurs judiciaires. Il y a au contraire une très grande conscience professionnelle. On peut toujours par-ci, par-là trouver un fonctionnaire qui n'est pas consciencieux. Mais dans quelle administration, dans quelle institution et dans quel pays, on ne trouverait pas par-ci, par-là un fonctionnaire qui ne soit pas consciencieux. Mais on n'en fait pas un paradigme. Il n'y a pas, au contraire, il y a une conscience professionnelle considérable. Et lorsqu'on regarde ces dernières années, lorsqu'on regarde les difficultés que l'on a accumulées dans les missions, les fonctions, les obligations de ceux qui assurent l'œuvre de justice, des magistrats, du parquet, du siège, des greffiers, des fonctionnaires, lorsqu'on regarde l'accumulation de ces difficultés et lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles la justice est rendue, moi, en tout cas pour ma part, j'en éprouve une très grande fierté. Incontestablement, il y a néanmoins des erreurs judiciaires.
Mais les erreurs judiciaires doivent se prouver. Ce que je peux vous dire, et qui est une nouvelle intéressante, puisque vous vous intéressez au sujet, c'est que dans le courant de ce mois de janvier, je vais représenter le gouvernement dans un débat parlementaire sur une proposition de loi qui vise à améliorer les procédures dans lesquelles les recours peuvent être déposés et examinés pour des révisions de jugements déjà prononcés. Bonjour. Bonjour Madame Alain pour les éditions Dalloz. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que la justice n'est pas tiraillée et comment la chancellerie va arbitrer entre à la fois un besoin pour le justiciable de prévisibilité et donc d'une certaine uniformisation de la jurisprudence et en même temps les problèmes des spécificités locales qui ont été évoqués notamment à l'issue de l'atelier numéro 1. Alors, moi, je peux vous dire que nous sommes très, très attachés, nous le demeurons, et nous allons vraiment défendre cette approche, en tout cas faire en sorte que aussi bien les normes législatives que les dispositions réglementaires et les moyens pratiques, que nous sommes très attachés au principe de l'individualisation, aussi bien au pénal que dans le domaine civil. Simplement, on se rend bien compte qu'il y a une disparité de jurisprudence. Même si les juridictions font des efforts justement pour travailler, notamment au niveau des chefs de cour, il y a un effort pour travailler de façon à faire circuler les décisions de justice, parce que c'est cela qui construit la jurisprudence. Nous avons, vous avez vu que nous avions des amis étrangers avec nous, qui sont porteurs d'expérience, et au Québec en particulier, il y a une expérience qui a consisté à mettre en place ce qu'ils appellent des référentiels, notamment dans le contentieux de la famille, pas seulement, mais dans le contentieux de la famille. Ces référentiels sont travaillés, c'est-à-dire que ça n'est pas un tableau comptable ou statistique qui est mis en place, ça n'est pas une grille, c'est une étude des décisions qui étaient rendues, des décisions les plus justes, des appréciations, et qui permettent de donner un référentiel qui est, comme son nom l'indique, une référence pour les magistrats. Donc il nous faut réfléchir ici, puisque nous voyons qu'il y a encore des disparités de jurisprudence, il nous faut réfléchir ici à la façon de donner des repères, des références, de façon à ce que les juges aient juste des éléments, mais la décision va demeurer individuelle. Ça, c'est pour les procédures, donc c'est pour les personnes concernées. Mais en même temps, mettre un terme au fait, pas toujours réel, mais ressenti aussi comme tel, que selon le lieu où on est jugé, le jugement sera soit plus ou moins sévère, plus ou moins clément, que les préjudices seront appréciés pour réparation de façon plus ou moins stricte ou plus ou moins large. Il faut mettre un terme à cela parce que c'est préjudiciable à la justice. Concernant le fait de faire, la référence a été claire à l'Allemagne, c'est-à-dire les Länder. C'est toujours passionnant de voir ce qui fonctionne ailleurs. Mais il faut avoir une approche complète sur deux plans. Le premier plan, c'est ce qui ne fonctionne pas dans ce qui fonctionne ailleurs. Et ensuite, quelles sont les raisons pour lesquelles cela fonctionne bien. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je travaille beaucoup avec l'Allemagne. Et nous avons été très actifs, par exemple, sur le parquet européen, nous sommes très actifs sur les données personnelles. Nous avons un certain nombre de dossiers européens sur lesquels vraiment de façon très continue, très active, etc. Mais moi, j'ai parfois des marges de manœuvre beaucoup plus larges qui me permettent de défendre des positions de la France plus claires, plus tranchées que ma collègue, mon ancienne collègue allemande et mon nouveau collègue allemand, plus parce que eux, justement, ils sont limités par le pouvoir des Länder. Donc, il y a des choses qui fonctionnent bien, mais il y a des choses aussi qui limitent la capacité de l'État. Donc, il faut toujours regarder ce qui est très bien. Je ne connais pas de pays parfait, donc regardons aussi les contraintes. Et puis, la deuxième chose à regarder de façon très, très attentive, ce sont les raisons pour lesquelles ça fonctionne. Moi, je pense que tout ce qui fonctionne bien dans un pays est lié à la rencontre entre les moyens techniques à un moment et des choses qui sont plus durables, plus essentielles, plus profondes. Les données historiques, les conditions sociologiques, les codes culturels,
l'état d'esprit collectif. Il y a une alchimie de tous ces paramètres qui fait qu'à un moment donné, une réponse construite dans la justice ou ailleurs fonctionne. Donc ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la cohérence de la réponse qui a été construite, plutôt que de transposer cette réponse. Et une fois qu'on a compris la cohérence de la réponse qui a été construite, nous pouvons, nous, construire notre propre cohérence. En tout cas, c'est ainsi que je conçois la coopération avec les pays, que j'invite très volontiers, vous le savez, sur tous les sujets que nous traitons pour la justice. On m'avait dit que c'était la dernière question, comme en plus j'ai fait une réponse longue. Il me reste à vous remercier vraiment d'être venu, pour votre patience et votre curiosité, et j'espère que vous allez continuer à suivre les sujets de la justice.